Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le chapitre 11 de la boîte à merveilles. Et attention, ce qui commence comme une simple visite de courtoisie va virer au règlement de compte. On va décortiquer ensemble ce tourbillon de commérages, de tensions et surtout, on va faire la connaissance d'un personnage inoubliable qui va mettre le feu aux poudres. Allez, c'est parti. Le chapitre démarre fort avec cette phrase. Un peu énigmatique, non? Je peux vous affirmer que de grands événements se préparent. Ça, c'est ce que dit un certain personnage, Salama. Et direct, on se pose des questions. Mais qui est-elle, cette Salama? Et c'est quoi ces grands événements? Eh bien, c'est justement ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, au début, tout semble super normal. On retrouve notre narrateur, le jeune Sidi Mohamed, qui accompagne sa mère, Lalla Zoubida, pour rendre visite à une amie, Lalla Aïcha. Une scène de la vie quotidienne, quoi. Enfin, ça, c'est ce qu'on croit au début. L'ambiance est vraiment posée. Lalla Aïcha est là, elle chasse les mouches, les deux amis papotent de tout et de rien, la santé, les petits tracas, bref, une scène hyper classique. Mais Sefrioui est malin. Il nous installe dans ce petit confort, juste pour que la suite nous marque encore plus. Parce que croyez-moi, ce calme, il va voler en éclats. Et là, bam, la tranquillité, c'est fini. Une visiteuse débarque à l'improviste, et c'est elle le vrai début de notre histoire. C'est avec son arrivée que toute l'intrigue du chapitre va se mettre en place. Et attention, cette femme, avant même d'ouvrir la bouche, elle change tout, rien que par sa présence physique. Le petit Sidi Mohamed est complètement scotché. C'est une femme tellement imposante que l'atmosphère de la pièce change du tout au tout juste parce qu'elle est là. Sefrioui nous fait un portrait de Salama qui est juste incroyable. Il la décrit comme appartenant à la race des géants, avec une voix d'homme. Imaginez un peu pour le petit garçon, elle lui fait peur, mais en même temps elle le fascine. C'est une vraie force de la nature qui débarque, s'installe, et sans même parler, elle prend déjà toute la place. Et regardez bien cette phrase, statique comme un bloc de granit. C'est génial, non? Sefrioui aurait pu dire « elle ne bougeait pas ». Mais non, comme un bloc de granit, ça nous donne une image de force, de lourdeur, presque quelque chose d'un peu menaçant. En 3 mots, on a déjà une idée super précise de son caractère. Alors, cette technique d'écriture, ça a un nom. C'est une comparaison. C'est une figure de style super courante et hyper efficace. Le principe est simple, on prend 2 choses différentes, ici Salama et un bloc de granit, et on les relie avec un petit mot comme « comme ». Le but, créer une image super forte dans notre tête et rendre la description beaucoup plus vivante. Bon, maintenant que le personnage est présenté, on entre dans le vif du sujet. On découvre que Salama, en fait, c'est une marieuse professionnelle. Et elle n'est pas venue pour rien. Elle a une histoire à raconter. Et pas n'importe laquelle. Une histoire qui va faire l'effet d'une bombe, le remariage de Moulay Larbi. Et alors là, Salama, elle balance tout. Étape par étape, elle raconte qu'elle a croisé Moulay Larbi, oui, le mari de Lalla Aïcha, qui est juste à côté, et qu'il s'est plaint de ne pas avoir d'héritier. Alors il lui a fait une demande, en secret, lui trouver une 2e épouse. Et pour être sûr qu'elle l'aide et qu'elle se taise, il lui a donné de l'argent. Mettez-vous à la place de Lalla Aïcha, c'est une trahison terrible, et elle la prend comme ça, d'un coup. Et au milieu de toute cette tension, de ce drame qui se joue, on a le petit Sidi Mohamed qui, avec toute son innocence, interrompt tout le monde pour demander à aller aux toilettes. Sa mère est furieuse, évidemment. Mais cette petite scène, c'est génial parce que ça nous rappelle que tout ce qu'on vit, on le voit à travers les yeux d'un enfant. Un enfant qui, lui, ne piche pas du tout les drames des adultes. Et comme si ça ne suffisait pas, comme si l'ambiance n'était pas déjà assez électrique, voilà qu'une autre voisine, Zor, débarque. Et elle ne vient pas pour calmer le jeu, bien au contraire. Elle vient rajouter son grain de sel. Et elle aussi, elle a des infos encore plus croustillantes. Zor, elle, rapporte les mots exacts de la nouvelle et jeune épouse. Et là, attention, la citation est d'une violence incroyable. La nouvelle femme se plaint d'un cadeau, en disant en gros « Je t'offre ma beauté et toi, tu m'offres un foulard à peine bon pour une négresse ». C'est hyper violent. Ça montre son arrogance, son mépris et même son racisme. Là, on comprend tout de suite que Moulay Larbi a épousé quelqu'un de vraiment mauvais. Alors là, c'en est trop. Les histoires de Salama et de Zor se rejoignent. Et ce n'est plus juste une conversation, ça devient une véritable explosion de colère collective. On n'est plus du tout dans le petit commérage de quartier, là. Les femmes s'excitent les unes les autres et elles se lancent dans ce que Sefrioui appelle une diatribe. Une diatribe, c'est bien plus qu'une critique. C'est une attaque verbale super violente, un vrai lynchage en parole contre la nouvelle femme et toute sa famille. Et pour bien montrer jusqu'où va leur colère, regardez cette phrase. Pour elle, cette famille, c'est carrément le rebut de la société.
C'est hyper dur comme mot. Ça montre bien la violence de la scène. Elles ne font pas que critiquer là. Elles jugent, elles condamnent, elles les excluent complètement. Et pour nous faire vivre cette scène de l'intérieur, ces fruits utilisent encore une image super forte. La voix de Salama ne fait plus que parler. Elle roulait comme le tonnerre. L'image est tellement puissante qu'on a l'impression d'entendre le son, d'entendre cette fureur qui gronde dans la pièce. Eh oui, on l'a reconnu, c'est encore une comparaison. Mais cette fois, elle n'est pas visuelle, comme avec le bloc de granit. Là, elle est sonore. En associant la voix de Salama au bruit du tonnerre, l'auteur nous fait quasiment entendre la violence de la scène. C'est ce qui rend le texte si immersif. Et pendant que toute cette haine se déverse, qu'est-ce que fait notre petit narrateur? Eh bien lui, il est fasciné. Mais pas par le sens des mots, qu'il ne saisit pas vraiment, non. Il est fasciné par le son, par la musique des syllabes. C'est une image magnifique, qui montre le décalage énorme entre le monde brutal et violent des adultes et l'univers poétique de l'enfant. Là, la tension est à son comble. On se demande comment tout ça va se terminer. Est-ce que ça va aller encore plus loin? Eh bien, la fin de cette dispute va arriver d'un coup, de façon totalement inattendue. Et tout ça à cause d'un tout petit accident. Ces Frioul utilisent l'expression ivresse verbale. C'est une super métaphore. C'est comme si les femmes étaient saoules, mais saoules de leurs propres paroles de haine. Et comme n'importe quelle ivresse, ça peut s'arrêter d'un coup. Un petit rien va suffire à faire éclater cette bulle de colère. Et le petit rien, le voilà. Note Sidi Mohamed, qui était complètement absorbé par la musique des mots, ne fait plus attention et il renverse son verre de thé sur ses genoux. Un geste tout bête. Un accident d'enfant. Et là, l'effet est immédiat et spectaculaire. Toute cette colère, toute cette fureur qui était dirigée contre la nouvelle épouse, qui n'est même pas là, eh bien elle se retourne d'un seul coup contre l'enfant présent, le seul être vulnérable de la pièce. Le vacarme de la dispute laisse place à un silence terrifiant. Et le chapitre s'arrête là-dessus, sur cette image glaçante qui nous laisse complètement en suspens. Ce chapitre nous laisse avec une question vraiment essentielle. Comment un enfant perçoit-il ce monde des adultes? Un monde si compliqué, si rempli de violence, de secrets, de colère. C'est là tout le génie de ces Frioul. Il nous montre la dureté des relations humaines, mais toujours à travers le regard poétique, un peu décalé, de l'enfant. Et c'est une question qui va nous suivre tout au long du roman.